Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. Le Congrès américain a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie. L'application future des dites sanctions inquiète l'Union européenne. En effet, l'organisation à vocation régionale redoute déjà les moments difficiles que pourraient traverser les entreprises énergétiques européennes. Affaire à monitorer. L'ONU a désigné cette semaine 3 experts internationaux qui enquêteront sur les violences faites au Kasaï. Leur mission a été circonscrite. Ces 3 experts vont fournir une assistance technique à la RDC afin que toute la lumière soit faite sur les violences au Kasaï. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après. Un tour dans le monde. Demain, dimanche 30 juillet 2017, au Venezuela, les électeurs iront aux urnes pour élire en principe une assemblée constituante. En prélude à ce scrutin, l'opposition a organisé une grève générale de 48 heures. Des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont malheureusement dégénéré. Le monde qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. En France, la loi sur la moralisation de la vie publique désormais en marche. Les députés ont voté jeudi l'interdiction des emplois familiaux pour les ministres, les parlementaires et les élus locaux, sous peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est la matérialisation d'une promesse du candidat Macron à la suite de l'affaire des emplois fictifs présumés visant les proches de l'ancien Premier ministre, François Fillon. Un impératif de déontologie et de transparence de l'action politique pour une république qui se veut exemplaire. En Afghanistan, nouveau bain de sang après l'attaque à la voiture piégée de lundi dernier. Mercredi, une horde de talibans a attaqué un camp militaire situé dans le sud du pays. D'après un bilan officiel, l'on compte 26 morts et 13 blessés dans les rangs de l'armée afghane. Côté assaillant, 80 terroristes ont été éliminés. Depuis quelques mois, les talibans multiplient des assauts similaires contre des bases militaires, surprenant les soldats pendant leur sommeil. C'est un bras de fer qui se profile entre l'Inde et la Chine dans les plateaux de l'Himalaya. Pékin a engagé la construction d'une route goudronnée sur le plateau de Doklam, à l'est de l'État indien. Une intrusion selon New Delhi qui a chargé son armée d'interrompre l'avancée des travaux. C'est donc un face-à-face militaire qui se dessine, le plus sérieux de ces dernières années. Un an après le vote de la résolution 2303 aux Nations Unies, pas un seul des 228 policiers autorisés n'a été déployé au Burundi. Cette semaine, au cours d'une réunion au siège des Nations Unies, le Conseil de sécurité n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la conduite à tenir, preuve que la question burundaise divise. Une fois de plus, l'Afrique qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. En Côte d'Ivoire, les Jeux de la francophonie sont en cours, la traque des soldats mutins aussi. Les autorités ivoiriennes ont annoncé l'arrestation de 5 malfaiteurs, auteurs des attaques de l'école de police de Cocody à Abidjan et de la gendarmerie d'Azagué il y a 4 jours. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, se réjouit de ces arrestations qui couronnent les efforts de ces hommes en matière de sécurisation du pays pendant les 8e Jeux de la francophonie. Diplomatie, la rencontre entre les 2 protagonistes de la crise libyenne, mardi à Paris, semble avoir porté du fruit. Le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, à gauche, et le maréchal Khalifa Haftar, à droite, s'engagent à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections dès que possible. Un engagement consigné dans un projet de déclaration rendu public par la présidence française. Le mérite de ce texte, rédigé en 10 points, est d'insister notamment sur la construction d'un état de droit en Libye, ainsi qu'au respect des droits de l'homme. En Égypte, la fronde contre l'extrémisme s'intensifie. Le pays s'est doté d'un conseil national pour la lutte contre le terrorisme à la suite d'un décret présidentiel. Ce conseil sera présidé par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Il réunira notamment le chef du Parlement, le Premier ministre, les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Un dispositif salutaire,
alors que le pays est en proie à des attentats djihadistes visant les forces de sécurité et la minorité chrétienne. La contribution de la diaspora africaine au développement du continent noir n'est plus à démontrer. Transfert d'argent ou alors création d'entreprises. Dans certains pays africains, le soutien financier de la diaspora dépasse largement l'aide publique au développement. Pour en parler, je reçois le professeur Charlemagne Pascal Nyamding. Bonjour, professeur. Bonjour madame et surtout merci pour l'invitation. Voilà, professeur, vous êtes chef de département de la coopération et de l'intégration. Et de l'intégration. C'est ça. À l'Institut des relations internationales du Cameroun. C'est cela. Nous allons commencer par plus simple. Qu'est-ce qu'on entend par diaspora? Ou alors, doit-on dire la diaspora ou les diasporas? Vous avez raison de convoquer ces deux sémantiques. On peut utiliser les deux. On peut parler des diasporas, on peut parler de la diaspora. D'abord, les diasporas, parce qu'elles ne sont pas homogènes, elles sont singulières. Et vous allez voir que dans ce contenu sémantique, il s'agit des personnes dispersées partout dans le monde, des nationaux d'un pays qui se retrouvent en Europe, en Asie, puisque nous parlons de l'Afrique, et dans tous les autres continents. Alors, il est intéressant de rappeler que sur ce premier point, les diasporas ont, comme on dit, une singularité, dont la sémantique est appropriée. Vous avez ceux qui vont pour... parce qu'il faut le dire, ils protestent. Vous avez ceux qui vont parce qu'ils vont en formation. Vous avez ceux qui sortent parce qu'ils vont se chercher, comme on dit localement. Et vous avez aussi ceux qui sont pas du tout entrés ni sortis, c'est-à-dire les enfants de ces diasporas. Ce sont là des singularités et des particularités qu'il faut expliquer. Vous avez également une quatrième catégorie qu'on peut évoquer, parce qu'il y en a 5. Oui. C'est ceux qui vont aujourd'hui pour se soigner. Certains sortent et s'établissent là-bas parce qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas faire face des meilleurs soins dans leur pays d'origine. Et puis, enfin, comme je le disais, il y a ces enfants des diasporas. Donc, ça veut dire que les diasporas, quand on dit diaspora, vous avez des musulmans, vous avez des travailleurs, vous avez des chômeurs. Il y a même la question de genre. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, il y a les enfants. D'accord. Oui. Et lorsqu'on parle donc de la diaspora, cela signifie quoi? C'est un terme englobant? Alors, ce terme englobant identifie les nationaux d'un pays dispersés à l'extérieur. D'ailleurs, nous avons commis un livre avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy, je suis co-auteur d'Immigration et Diaspora, publié aux éditions Afridite. Nous montrons effectivement que la diaspora, c'est l'identification nationale en relation avec une nationalité. On peut parler donc de la diaspora camerounaise, la diaspora suisse, la diaspora juive, parce que ça renvoie à une seule identité nationale, même si quelque part il y a des singularités que nous avons précédemment présentées. L'Union africaine a défini la diaspora comme étant la 6e région du continent. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par là? Oui, c'est en conformité avec une forme d'historicité. Il faut peut-être le rappeler, mise en place par Sylvester Williams dans les années 1800. N'oubliez pas que, et là il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, que la notion de diaspora africaine est partie des Africains américains, des Africains déportés. Quand je dis les Africains américains, je parle des 4 zones des Amériques, c'est-à-dire la Caraïbe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les États-Unis d'Amérique, USA, United States of America. Donc, ils ont mené des combats à l'effet d'être reconnus en tant qu'Africains, en tant que Noirs. Cette progressivité a été menée aussi par William Dubos-Bugard. Lui aussi, il a créé la première association noire mondiale. Ça a été suivi et par la même dynamique par des personnes comme Marcus Garvey, jusqu'au 4e congrès de la diaspora, parce que le premier congrès de la diaspora africaine s'est tenu en 1900. Il n'y avait aucun Africain du continent. Ce n'est qu'au 5e congrès, en 1945, à Manchester, que pour la première fois, 2 Africains y sont, Modibo Keïta et Kwame Nkrumah, qui assistent au 5e congrès panafricaniste. Ils sont tout à fait justes
est louable de voir l'Union africaine déclarer la diaspora comme étant effectivement la sixième région. La sixième région appelons-la même la sixième région panafricaine. D'accord. Professeur, tout à l'heure, vous avez évoqué la diaspora tout en disant que lorsqu'on parle de diaspora, cela renvoie à une identité. On peut parler de diaspora camerounaise, mais cette définition rencontre quand même quelques limites. Vous avez raison de l'évoquer parce qu'en réalité, tous se revendiquent d'une même identité historique, aussi bien les compatriotes de l'intérieur que de l'extérieur. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui vous brandit un passeport américain et vous voyez là-bas qui s'appelle Chumba ou encore Atangana, vous n'avez pas besoin de comprendre qu'un Américain ne s'appelle pas Atangana. C'est la même chose pour quelqu'un qui vous sort un passeport français, vous allez vous rendre compte qu'il est né en Ngelmendouga. Mais il a un passeport français. On a très peu de chances de voir de nombreux Français nés en Ngelmendouga. Donc il y a là ce qu'on appelle des identités remarquables. Un cadre de référentiel remarquable qui fait qu'aujourd'hui, la notion de diaspora, on a dit que c'était des compatriotes dispersés à l'extérieur, doit être prise en compte, puisque ce sont les Juifs, notamment les Juifs israéliens avec le retour à Sion, initié par Ben Gurion, qui a réussi à mobiliser toute la communauté juive mondiale, juifs américains, juifs soviétiques, juifs européens. Donc vous comprenez qu'on a même réussi chez les Juifs à distinguer 3 catégories de Juifs diasporés. Il y a les Ashkénazes, il y a les Séfarades et il y a les Falachas, c'est-à-dire les Juifs noirs. C'est dire que ce que les autres réussissent, nous pouvons aussi le faire. Il suffit tout simplement que l'on y prenne conscience et que l'on comprenne que quel que soit l'endroit où nos compatriotes se trouvent, ils sont attachés à leur pays d'origine. Professeur, on constate aujourd'hui que cette diaspora est face aux enjeux de l'économie mondiale. Oui, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Et quand vous voyez aujourd'hui les enjeux de la mondialisation, ces enjeux sont encadrés par une forme d'institutionnalisation, je dirais, rigide. N'oubliez pas que les juristes parlent, du point de vue du droit, parfois des normes rigides et des normes souples. Quand je dis les normes rigides, ce sont les instruments qui étouffent les pays africains. Prenez le cas du FMI. On peut citer par exemple du FMI et de la Banque mondiale, né des accords de Bretton Woods en 1944. Du point de vue économique, on peut remonter aujourd'hui. Il y a eu l'ITO, International Trade Organization, créé en 1947 dans sa dévolution. C'est devenu après le GATT, General Agreement on Tariffs on Trade. Et puis après les accords de Marrakech, du point de vue économique, il faut le rappeler toujours, c'est devenu l'OMC en 1995 avec sa mise en œuvre. En quoi ces normes rigides-là seraient-elles néfastes à l'évolution, à l'épanouissement d'une diaspora? Alors ce que vous dites est pertinent. Ces institutions conditionnent leur coopération avec nos États. Et cette coopération est rude, ce qu'on appelle la conditionnalité. Vous avez par exemple les programmes d'ajustement structurel où on vous impose une vie drastique, on ne recrute plus, on ne soigne plus gratuitement. Est-ce que ce n'est pas le moment idéal alors pour la diaspora d'entrer en scène et de venir en aide à leur pays d'origine? C'est là où vous avez raison. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cela parce que ailleurs, la diaspora se substitue à ces structures économiques lourdes et qui déstabilisent même le régime. Prenez le cas du Mali. Et ils ont ce qu'on appelle le Haut Conseil de la diaspora. C'est un instrument qui permet aux Maliens de s'exprimer et ils soutiennent l'économie malienne à près de 60%. Mais alors pour soutenir cette économie, l'État malien aussi y a mis du sien en imposant par exemple, en reconnaissant par exemple la double nationalité. Que pouvez-vous faire d'un Camerounais médecin qui voudrait opérer des Camerounais gratuitement en 1 jour ou en 2 jours et repartir retrouver son travail. Et lui, il a besoin du visa. Donc vous comprenez que les conditions ne sont pas les mêmes. Moi, je pense qu'au Mali, le Mali nous parle, il peut nous inspirer. On a vu là-bas des Maliens s'organiser, des ingénieurs qui vont même travailler gratuitement. C'est peut-être l'occasion pour vous qui êtes enseignant de faire également entendre vos voix. Quels peuvent être les mécanismes de facilitation pour des investissements venant de la diaspora? D'abord, je crois que lorsqu'on parle de la diaspora, il faut éviter de parler
de la diaspora en termes de rivalité ou de prise de place. Nous sommes dans un pays qui s'est tourné, si je m'en tiens effectivement à ce grand projet du président de la République qui est l'émergence. On ne peut pas être émergent si on n'a pas les compétences. On ne peut pas être émergent si on n'est pas prêt. Il y a la compétitivité. Je vous prends un exemple. Lorsque je vais par exemple à Abidjan, prenez un cas judiciaire réel. Le référé d'heure à heure au Cameroun dure 6 mois, parfois 1 an. En Côte d'Ivoire, c'est 2 jours. Vous voyez que sur le plan institutionnel, si nous reconnaissons que des réels efforts ont été opérés, rappelons-le quand même, il y a eu le président de la République, je me souviens, j'étais au pavillon Dauphine en juillet, je me rappelle, 2009. En 2009, j'étais au pavillon Dauphine. La diaspora a eu à soumettre 2 problèmes au président de la République. D'abord, le droit de vote, il l'a reconnu. Aujourd'hui, les Camerounais peuvent voter. Cela signifie qu'il y a donc à l'étranger, il y a un effort réel. Une réelle espérance en ce qui concerne la double nationalité. Par contre, la double nationalité, il a dit qu'il allait mettre cela en étude. Voilà, professeur, parlons donc de ceux-là qui sont hors du Cameroun ou alors hors de leur pays. Puisque nous parlons de l'Afrique, hors de l'Afrique, on constate quand même que cette diaspora africaine-là, une fois installée dans leur pays d'accueil, renoue avec les membres de leur famille qui restaient au pays d'origine. Cela se réalise généralement sous plusieurs formes. Je veux parler de la solidarité affective à la solidarité de développement finalement. N'oubliez pas que il y a eu des déterminants qui justifient la diaspora. Certains partent aussi pour se chercher. Mais quand on parle de se chercher, lorsqu'ils ont une bonne situation, ils veulent apporter un appui à leur famille. Personne ne peut se détacher de la famille. D'autres partent effectivement pour se former. Et parfois, ils ont des meilleures offres que dans notre pays. Je crois qu'il y a là un cocktail de singularité qui nous permet de comprendre qu'aucun pays aujourd'hui, mais vraiment, madame, aucun pays, à l'aune de la mondialisation, ne peut se passer de sa diaspora. Puisque cette diaspora a une expertise, cette diaspora a une vision, et cette diaspora existe même en termes de lobby. Je vous prends un seul exemple. En matière de sécurité et de défense, un secteur aussi que je connais très bien, parce que j'interviens dans des écoles de guerre. Vous savez, aujourd'hui, la consolidation des États en matière de sécurité s'opère avec des binationaux ayant parfois la nationalité de l'État où on veut tirer quelque chose ou comprendre ce qui se passe. Lorsqu'un espion américain entre en Russie, il n'entre pas en Russie avec son passeport américain. Il entre avec un passeport russe. Et vous voyez que lorsqu'un espion israélien arrive en France, en Russie, aux États-Unis, il entre dans ce pays avec effectivement le passeport du pays d'accueil. Donc vous comprenez qu'il y a de nouvelles stratégies. On parle aujourd'hui du point de vue des relations internationales. Je vous connais d'ailleurs très compétent dans le domaine. Des nouvelles formes de diplomatie. Mais il y a aujourd'hui des nouvelles formes de sécurité. Des nouvelles formes de stratégie qui font que la double nationalité n'a pas seulement un côté négatif. Je sais que le Cameroun a payé très cher cela. Parce qu'on a vu des compatriotes ayant une double nationalité commettre des délits, il faut le reconnaître ici, et on a vu des chefs d'État étrangers venir demander qu'on libère leurs nationaux. Ça, c'est peut-être le côté négatif. Mais il y a un côté positif, c'est que la diaspora, ou encore la double nationalité, ou la triple, aujourd'hui est devenue un instrument de sécurisation des États, parce qu'effectivement, on peut réussir des choses qu'on ne peut pas faire avec ces seuls nationaux. Et pour terminer sur ce point sécuritaire, écoutez, envoyer un agent de sécurité voir ce que pense par exemple la France ou encore l'Angleterre ou les États-Unis du Cameroun avec sa nationalité camerounaise, eh bien, croyez-moi, à partir de l'aéroport, il sera bien filé et tout le monde saura qu'il y a un Camerounais ici et on ne sait pas ce qu'il cherche. Donc vous comprenez que ce n'est pas toujours mauvais d'avoir la double nationalité. Ça peut aussi servir à stabiliser et à sécuriser un pays. C'est entendu, professeur. Pour revenir à l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent noir, on se rend compte que cet apport-là est appelé de plus en plus ou est qualifié de plus en plus comme étant un co-développement. Bravo. Vous voyez que la notion de co-développement a été mise en place par l'Agence française de développement dans les années 86. Je me rappelle à l'époque avec Michel Severino qui était
directeur de l'industrie. Aujourd'hui, le co-développement dans sa dimension sémantique, c'était les relations nord-sud, donc un instrument d'encadrement de ces relations. Vous allez voir que tous les pays du Nord sont dotés d'instruments de développement. La Chine a sa vision de développement, les États-Unis ont la GOA, la France a l'AFD, les Allemands ont la GIZ, on ne peut pas tous les citer ici. Or, le co-développement s'inscrivait donc dans cette dynamique des relations nord-sud et il reposait sur deux piliers. Le premier pilier, c'était le droit à l'aide. Le droit à l'aide, c'est-à-dire conformément à l'article 57 de la Charte des Nations Unies, les pays puissants et riches avaient un devoir de soutien aux pays pauvres. Mais à côté de ce droit à l'aide, il y a techniquement en matière de co-développement ce qu'ils appellent toujours le droit de l'aide. Le droit de l'aide, c'est la conditionnalité, c'est-à-dire c'est l'assistance. On vous accorde de l'aide à des conditions favorables. Or, vous évoquez là un vrai problème. Cette notion de co-développement a complètement évolué. Dans le domaine de la diaspora, justement. De la diaspora, aujourd'hui. Comment il se manifeste ce co-développement? Alors, le co-développement lui-même n'est plus seulement tourné vers les relations nord-sud. C'est aujourd'hui tourné entre les États et leur diaspora. On le voit très bien, les chiffres sont là. Regardez un pays comme le Cameroun, l'apport de la diaspora en termes de support et de soutien financier est 10 fois supérieur à l'aide au développement. Ce que vous avez vous-même appelé d'entre deux jeux l'APD. Donc c'est dire que ces notions, il faut savoir les exploiter. Et puis il y a une autre dimension, la coopération décentralisée, qui est initiée parfois par nos compatriotes, qui viennent construire des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, des universités, et j'en passe. Donc c'est dire que aujourd'hui, la diaspora doit être dans des stratégies internes de gouvernance des États. On le voit d'ailleurs ailleurs. Nous sommes, c'est vrai, c'est un effort institutionnel réel et reconnu. On a aujourd'hui une direction des Camerounais de l'étranger, mais il faut aussi dire que certains pays ont dépassé ce simple niveau. Aujourd'hui, ils parlent de ministères ou de secrétariat d'État ou des instruments tournés vers les Camerounais d'étrangers. Le Mali, je vous ai dit, ils ont un haut conseil, je vous dis haut conseil de la diaspora. C'est pourquoi moi, pardonnez-moi, je voudrais féliciter nos dirigeants parce que cette première initiative, il faut saluer le ministre des Relations extérieures qui a apporté la preuve que la mobilisation peut être faite, pas en termes de rivalité, mais en termes de complémentarité. Pour évoquer une des mesures du co-développement dans le domaine de la diaspora, on constate que c'est un pays d'accueil, facilite justement le transfert d'argent de la diaspora vers leur pays d'origine, ce qui est justement un acte à saluer. Il y a ce qu'on appelle la dimension formelle et du co-développement mené par la diaspora et la dimension informelle. La dimension formelle, c'est ce qui est visible, ce qui est palpable. D'abord, sur ce point, il y a les transferts financiers. Ils sont palpables. Il y a une autre dimension qui transforme même le statut de la diaspora. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des hommes d'affaires, des opérateurs économiques et même des scientifiques, c'est mon cas, qui généralement ont une résidence et un appui financier réel et palpable à l'extérieur, mais qui rentrent dans leur pays d'accueil et sincère. Et ils accompagnent, peut-être du point de vue matériel, et on parle souvent de l'apport en industrie, c'est-à-dire la réflexion sans argent, mais qui contribue également au développement des États. Et puis, il y a une dimension informelle, c'est-à-dire des transactions que mènent dans l'ombre beaucoup de commerçants camerounais. Parce qu'ils ont un parent qui a envoyé une vieille voiture, il y a la brocante, il y a des vieux ordinateurs, il y a des réseaux de soutien. C'est pour soutenir la famille. Donc tout ça, c'est pour dire que la diaspora, aussi bien dans sa dimension formelle que dans sa dimension informelle, accompagne aujourd'hui les États. Pour rester dans cette notion de co-développement, est-ce que vous pensez que la diaspora peut véritablement jouer ce nouveau rôle qu'on voudrait lui attribuer dans le développement de l'Afrique? Oui, moi je pense que parler seulement de diaspora serait une erreur du point de vue analytique et technique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des technopoles, c'est-à-dire des hauts lieux de réflexion à l'effet de voir ce qu'on peut faire pour transformer un pays. Dans le cas du co-développement que vous évoquez, il faut aussi parler des États. Moi, je crois qu'il s'agit d'un mariage qui concerne à la fois l'État, qui, dans ses stratégies de gouvernance, peut intégrer une dimension, un autre élément
qu'on appelle diaspora. Quel rôle peut jouer l'État? Moi, j'ai plutôt l'impression, malheureusement, que certains ont plutôt tendance à dire ce qu'ils attendent de la diaspora et tentent d'ignorer ce que la diaspora attend de son État. Moi, je crois que, apparemment opposées dans ces deux stratégies, moi, je crois qu'elles sont complémentaires. On doit intégrer chaque fois dans la politique de gouvernance. Aujourd'hui, on parle de gouvernance sociale, on parle de gouvernance économique, gouvernance académique. Pourquoi ne pas parler aujourd'hui d'une gouvernance tournée vers les compatriotes de la diaspora? Moi, je crois que l'arrimage aujourd'hui, c'est que le monde va très vite dans un contexte de mondialisation. Le monde est dominé par les cerveaux. Ce n'est pas par le bavardage. Je crois que le Cameroun s'inscrit dans une dynamique d'émergence. Il faut intégrer les éléments et les visions qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif. Et pour atteindre cela, il faut que l'État soit mobilisé et tourné vers sa diaspora. Et puis, il faut aussi que cette diaspora, qui a aussi un côté positif et un côté négatif, ça aussi, il faut le dire. La diaspora, ce n'est pas non plus le ciel. Quand on voit toutes ces délinquances animées par les diasporés sur Internet, si c'est ordurier. Et il y a une diaspora positive. Il y a une diaspora très positive, d'ailleurs de voyous, de bandits, de hackers. Et ça aussi, il faut le dire, organisés pour détruire leur pays à partir de l'extérieur. D'ailleurs, quand je fais mes cours en matière de sécurité, mondialisation et sécurité internationale, un cours que j'ai longtemps dispensé à des écoles de guerre comme EIFORCE, j'ai toujours dit que la menace vient toujours de l'extérieur. C'est pourquoi l'État, à son tour, doit mettre en place des stratégies pour neutraliser l'extérieur à partir de sa diaspora. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire aussi attention, parce que partent aussi certains parce qu'ils ne sont pas contents. Certains partent pour protester et quand une fois arrivés là-bas, ils font des actes, ils posent des actes ignobles. Pour vous, professeur, la diaspora n'est forcément donc pas cette clé qui jouerait en faveur du développement des Africains. Cela signifie qu'on ne saurait se passer de grandes puissances pour se développer en Afrique? Non, pour moi, la diaspora est un pilier nécessaire lorsqu'on met en place des politiques de séduction aussi et d'intégration. Vous voyez, je pense que ces politiques sont énormes. Je vous ai parlé de la politique judiciaire. Prenez le cas d'un jeune Camerounais bien assis ou d'un Camerounais assis qui arrive au Cameroun, achète un terrain avec titre foncier. Quand il revient 6 mois après, on lui dit que le terrain que tu as acheté, ton titre est annulé. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut reconnaître qu'il faut un environnement sain. L'environnement juridique doit être sain. Et puis il y a aussi la reconnaissance. Qu'est-ce que la plupart des pays africains font de leur diaspora? Excusez-moi, je regrette rien du tout. Parce qu'ils sont dans une dimension de rivalité. Je pense que la diaspora est un atout dans un contexte de développement. Aujourd'hui, prenez le cas du Cameroun, puisque nous sommes dans un contexte où le FODIA est une initiative quand même de l'État qu'il faut saluer, mise sous le haut patronat du chef de l'État. Vous avez aujourd'hui... C'est une plateforme de dialogue tant attendue par de dialogue, comme vous dites. Oui. Et bien sûr. Et vous allez vous rendre compte que j'ai écouté encore, et dans un échange avec monsieur le ministre des Relations extérieures, son Excellence, le jeune Bella Bella, il nous faisait état de ce qu'il y a 5 millions de Camerounais à l'étranger. Et on dit 5 millions identifiés. Or, en relation avec le dernier recensement au Cameroun, on nous parle de 20 millions de Camerounais. Ça aussi, il faut corriger cela. Donc, on nous parle désormais de 25 millions de Camerounais inscrits. Parce qu'on nous dit 20. Ça veut dire que le Cameroun, dans son intention, systématiquement a tendance à oublier les autres. Donc, je pense que la diaspora est utile. Elle peut participer vraiment efficacement à la construction de l'édifice Cameroun. Professeur Charlemagne Pascal Nyamding, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame, pour cette émission citoyenne. Fin de cette édition d'un tour dans le monde. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, vos réactions sont attendues sur la page Facebook. Bon week-end à tous.